Bonjour, on se retrouve pour le sujet 2021 de Centrale qui porte sur l'éolienne d'Arius. On va essayer de voir une correction de ce sujet possible. Il y a beaucoup de questions ouvertes dans ce sujet, donc ce ne sera pas la seule correction possible qu'on puisse y apporter. Tout d'abord, petite remarque sur le sujet. Ce sujet comportait une annexe avec quelques schémas à rendre et des données numériques tout à la fin, plus des documents. On verra qu'il y a 4 parties. Une première partie, un petit peu de mécanique principalement, de la trigo, du calcul. Une deuxième partie, qui est le prolongement de la première, la première c'est les questions ouvertes. Deuxième partie, numérotée numéro 3, c'est les machines qu'on rencontre spécialement dans le programme de PSI. Il y avait des questions assez difficiles. Une partie numéro 4 sur de la chimie, qui est un petit peu plus simple, et à la fin, donc des documents, 5 documents, qu'il faudra lire, on va leur regarder tout de suite. Un qui parle un petit peu de la consommation pétrolifère en France des véhicules de transport. Un deuxième qui parle de la répartition de la production d'électricité en France, dont on voit c'est 6,3% d'éolien, loin devant le solaire, et très loin derrière le nucléaire. On voit que les énergies thermiques sont en forte baisse. Un document 3 qui va présenter, dans le cas où on transforme 1 million de véhicules d'essence électrique, les pics de charge que l'on aurait dans la consommation électrique en France, pour 1 million de véhicules, avec 3 hypothèses. Nous s'intéressons à l'hypothèse dite forte, ici. On peut déjà remarquer qu'on a un pic de puissance ici à 850 MW. Un document 4 qui parle de la puissance électrique fournie par les éoliennes mensuellement. Donc on retiendra surtout qu'il y a un facteur de puissance de 25% sur ce type d'éolienne. Et que dans le parc éolien, il faut que les éoliennes soient espacées d'à peu près 6 à 10 diamètres entre elles, voire 15 diamètres. Et pour finir, présentation des éoliennes, on voit que les éoliennes sont quand même des objets assez massifs, de 17 mètres de diamètre de rotor à 250 mètres, sachant que là c'est des offshore, et ça c'est des projets actuels, dont un est onshore, l'autre est offshore. Et revenons sur le début du sujet. Première question. Donc on nous précise, pour diminuer les émissions de CO2 engendrées par le transport routier, il est envisagé à terme de remplacer par des véhicules électriques l'ensemble des véhicules à moteur thermique utilisés par les particuliers. Calculer le supplément de consommation énergétique annuelle que cette conversion en tout électrique occasionnerait. Se demanderait-il de créer de nouvelles unités de production d'électricité? Alors là, je pense qu'il fallait lire quelques suppléments de consommation électrique annuelle que cette conversion tout électrique occasionnerait. Alors, on va voir ça ensemble. Tout d'abord, j'ai calculé l'énergie consommée chaque année par l'ensemble des véhicules de particuliers fonctionnant au thermique. Donc dans le test, on disait que 80% du trafic était lié au trafic routier et que 62% était lié aux véhicules de particuliers. Donc déjà, il y aura deux coefficients multiplicateurs, 0,62 et 0,80. On nous donnait un nombre de véhicules diesel et essence, ça faisait 32,5 millions au total. Et ces 32,5 millions consomment 43,8 mégatep. Alors ces 43,8 mégatep, il va falloir chercher la conversion dans l'annexe. Je vous l'ai marqué ici. 1 TEP, c'est 42 gigajoules. Donc là, c'est 43,8 mégatep. Donc on va rajouter un petit facteur 10 106. Et ici, le 43,8 et les deux facteurs d'atténuation. Au total, ça fait 0,91 puissance terajoules. Dans le document 2, on dit que l'énergie actuelle électrique produite, c'est 537,7 TWh, avec 11 TWh de pertes. Bon, les pertes, sachant pas trop comment les compter, on va pas les considérer, de toute façon on va faire un calcul en ordre de grandeur. 1 Wh, c'est 3600 watts seconde, et ça fait donc 3600 joules. Donc l'énergie produite électriquement en France chaque année est de 1,9 puissance 18 joules. Quand on fait le rapport de E1 sur E produite, ça va faire 910 sur 1900, et ça fait un taux de 48%. Donc on peut redire ça à 50% si on le désire. Et donc il va falloir créer de nouvelles unités de production électrique parce que le réseau RTE-EDF ne va pas pouvoir supporter cette augmentation de demande d'énergie électrique. Voilà pour la première question.
Allons voir la deuxième question. Quantifier la puissance de crête nécessaire à la recharge de tous les véhicules électriques. Estimer la surface d'un champ éolien permettant d'assurer cette production d'électricité commentée. On passe à Q2. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, ce document 3 a une puissance de crête de 850 MW. Or, il y a 32,5 millions de véhicules, donc ça va entraîner 32,5 fois 850 MW, une puissance de crête de 28 GW. Il va falloir trouver le nombre d'éoliennes à construire pour se remplir ce rôle. Donc moi j'ai pris une éolienne de taille moyenne, de 3 MW, existante déjà. Celle-ci fait 100 mètres de diamètre, on se souvient qu'il y en avait qui allaient jusqu'à 250 mètres de diamètre. Ça ne changera pas grandement le résultat, parce que les grandes éoliennes produisent plus de puissance, oui, mais elles prennent plus de surface. Ça varie un petit peu. De toute façon, le résultat final, on verra, c'est entre 10 000 et 50 000 km². Donc on calcule le nombre d'éoliennes en tenant compte du facteur de puissance. Facteur de puissance qu'on a vu dans le document 3. Moi j'ai arrondi à 0,25, je crois que le document 3 dit que c'est 24,8%. Parce qu'effectivement, sur les 3 MW, on va pas forcément avoir tout le temps 3 MW. Donc ici on disait qu'en fait c'est plutôt 750 kW que va fournir l'éolienne en moyenne au cours du temps, en tenant compte de tous ces défauts de rendement. Donc ça fait un nombre d'éoliennes de 38 000 quand on fait 28 GW sur 3000 sur 0,25. Dans le texte du document 4, on nous dit qu'il y a 8000 éoliennes déjà existantes en France, donc 5 x 8, 40, donc ça fait à peu près, il va falloir augmenter par 5 le champ actuel éolien. Comme on l'a vu, il faut espacer de 10 diamètres les éoliennes l'une de l'autre. Donc un petit dessin pour vous montrer donc la superficie que va occuper une éolienne. En vrai, ça dessine un carré de côté 10D. Donc la surface d'une éolienne sera 10D carré. Donc la surface totale sera le nombre d'éoliennes fois ce 100D carré. Et si on fait le calcul, on obtient 38 000 km². Dans l'annexe du sujet, on disait que la France représente une superficie, la France métropolitaine, de 550 000 km². Donc ça représenterait des champs éoliens qui se positionneraient sur 7% de superficie totale de la France. Alors là, ce chiffre, on peut le prendre de plusieurs façons. Pour moi, c'est difficilement réalisable, à moins de vraiment développer les éoliennes offshore. Dans tous les cas, il faudra trouver d'autres sources énergétiques, d'autres sources d'électricité pour remplir ce rôle. Allons voir la question 3. Donc on change de partie. Quelle énergie produite par cette éolienne sur une année justifie votre raisonnement? Quelle est la puissance moyenne produite sur une année? Donc pour répondre à la question, on a juste besoin de ces deux colonnes, pourcentage du temps ici, et puissance moyenne. Effectivement, on va faire la puissance, on pondère des coefficients qui étaient donnés dans le tableau, dans 37%, 50%, 9%. On multiplie par la puissance, par exemple 867 fois 0,37, plus 5320 fois 0,54, plus 10236 fois 0,09. On obtient 4,1 kW. Si on veut ramener ça à une année, on multiplie par ici, on met le taux en secondes là, sur une année, donc ça fait 86 400 fois 365. Et on obtient 1,3 puissance 11 joules. On peut le mettre en kilowattheure, en mégawattheure si on veut, ça fait 36 mégawattheure. Question 4. On nous présente un peu l'exercice, on dit que oméga égale W, alors attention, là il y a un souci. Oméga c'est la vitesse angulaire et W c'est la vitesse apparente du vent dans le référentiel R1 lié à la pale. Donc deux notations un petit peu dommageables qu'il va falloir éviter de confondre. Et on nous demande dans le document réponse qui était donné de représenter ces trois vecteurs. Alors avant de les représenter, pour les représenter à l'échelle, petit défaut, bon c'est pas, vous verrez la partie gauche, on va calculer donc les valeurs de ces vecteurs. Donc on fait un petit calcul de vitesse, donc V infini c'est la vitesse du vent dans R0, c'est 6 mètres par seconde, on calcule V0 par la formule qui est donnée dans l'énoncé, on l'a juste avant les valeurs numériques. On calcule U, qui est Rθ point, R oméga. Ça c'est aussi donné par l'énoncé.
On dit que lambda c'est oméga sur V infini, et on obtient un U de 14,4 mètres par seconde. Ça représente à peu près 4V0. Donc quand on va faire les flèches sur le schéma, il va falloir respecter un petit peu ces valeurs. Donc là, par exemple, on va prendre ce point-là. Ici, vous avez V0. Donc c'était à peu près 1 cm dans l'énoncé. Donc il va falloir faire une longueur moins U ici. L'éolienne tourne dans ce sens. Hein. On va faire une longueur moins U ici, d'à peu près 4 cm. Et après, vous faites la somme de vos deux vecteurs. Ici. Et vous faites ça 6 fois, parce qu'il y avait 6 positions de pales à faire. Donc là, vous pouvez mettre une petite légende aussi, si vous ne voulez pas marquer 6 fois U, V0 et W. Donc ça, c'est la flèche résultante qu'on nous demande W vecteur. Question 5. Alors, c'est un petit peu de trigo, si je me souviens bien. Hop, question 5. Montrer que la norme de W s'exprime par W égale V0, racine de 1 plus de lambda 0 sinus θ plus lambda 0 carré, où lambda 0 est lambda sur 1 moins 1. Vous voyez ici, le petit V0 était donné, V0 c'est 1 moins A, V infini. Là, le plus simple, c'était de faire châle au carré ou al-Kashi directement. J'ai fait un schéma au-dessus. Donc on fait ce fameux châle au carré, c'est-à-dire on écrit châle, puis on élève tout au carré, on fait ça au carré, hop, et on développe. J'ai bien fait apparaître moins U dans mon calcul de produit scalaire, parce que c'est moins U qu'on a sur le dessin, parce qu'on demandait de tracer moins U sur l'annexe. Et après quelques lignes de calcul, effectivement, on voit apparaître les différents termes qu'on nous demande de retrouver. Donc après, il suffit de bien faire apparaître les différentes lambda 0. Donc petit calcul pour voir que lambda 0, en fait, c'est U sur V0. On remplace. Et au passage, je fais une application numérique parce que j'en aurai besoin après, mais qui n'était pas demandé. Vous pouvez le mettre en parenthèse ici. Hop. On verra pour où on en aura ensuite besoin, mais là, je l'ai fait tout de suite. On obtient donc un W max de 18 mètres par seconde. Q6. Encore de la trigo. Hop, pardon. Montrer que tangente alpha égale cos θ sinus θ plus lambda 0. Alors l'angle d'attaque est donné ici, c'est en fait l'angle qui est entre Eθ et moins W par exemple. Alors je vais refaire le schéma parce qu'on en aura besoin. Question un peu délicate quand même, mais comme là c'est un bon trait on peut utiliser le résultat ensuite et sauter la question si on préfère. Donc en plus c'est tangente alpha, en fait pour calculer tangente alpha, il faut calculer sinus alpha et cos alpha. Donc pour ça on va faire des projections. On écrit la définition de W, ici. On projette sur Eθ. On voit que sur le dessin, V0 et Eθ font apparaître un moins. Avec ER, c'est cosinus, donc avec Eθ, c'est sinus. On fait pareil avec la définition. Et on voit que oméga, W, pardon. Enfin, franchement, les notations W, oméga, fallait la trouver, celle-là. W sur Eθ, c'est moins W cos alpha. Donc on égalise. On fait pareil maintenant sur ER. D'accord, bon, WER, on peut faire tout de suite, on voit que c'est pas θ, donc il y aura un sinus sur le même côté, donc c'est plus. Et U et ER sont orthogonaux. Moins U et ER, donc UR sont orthogonaux. Il reste que V0 cos θ ici. On fait le rapport des deux, et on a le résultat qui est demandé. Il suffira juste à faire apparaître lambda 0 pour voir exactement le résultat demandé. Question 7. Donc on propose un profil d'aile. Bon, j'espère que les 5 demi ont apprécié la ressemblance avec l'Airbus et l'aile de l'éolienne. Donc voilà, on nous présente quelques énoncés, les forces de traînée et de portance qui sont redonnées, avec d'autres noms, quelques courbes ici, qu'on va devoir exploiter sur les coefficients CL et CD, ici ça s'appelle, lift et drag, portance et traînée, c'est de l'anglais. Justifier, pardon, attends, j'ai une question. Ouais, Q7 c'est quoi? De façon qualitative, tracer alpha en fonction de θ, pardon, et obtenir numériquement l'intervalle d'évaluation de alpha. On va lire Q8. Et Q8, il faudra justifier que celle CK alpha et CD est très inférieure à CL et estimer K, donc la pente de ce qui semble apparaître être ici une portion de droite. Bon, bah pour C7, on prend la fonction, on remarque que pour 2π, on calcule pour 0,2π pour le tracé, ça fait un angle de 14 degrés. Attention, on ne peut pas se tromper entre les radians et les degrés. On cherche les maximums de la fonction, on obtient qu'ils sont obtenus pour 6 sinus θ0.
Là, on remarque que c'est obtenu pour sinus θ 0 égale moins 1 sur 3,8. Quand on prend l'arc sinus, de toute façon les angles sont petits, donc on peut aussi prendre directement le sinus. Ça fait moins 0,266 radians. C'est répété, donc en θ 0, ici un petit peu avant, en pi moins θ 0, et ici encore un petit peu avant, en 2pi moins θ 0. D'accord ? Et quand on calcule alpha max à partir de θ 0 en remplaçant l'expression qui est ici, en remplaçant ici, là, on obtient 15 degrés. Donc en fait, la courbe, si on demande juste l'intervalle de alpha, va avoir un intervalle de alpha compris entre moins 15 et 15 degrés, avec une fonction de période de pi, mais c'est pas vraiment un sinus et un cosinus. C'est une fonction un peu plus complexe qu'il fallait essayer de tracer au mieux. Si on calcule le nombre de Reynolds, pour le nombre de Reynolds, j'ai pris la corde, ici, donc 0,45 mètres, c'est donné en annexe. Le W qu'on a calculé tout à l'heure, donc j'ai pris 18 mètres par seconde. La masse volumique de l'air, 1,2 kg par mètre cube. Et la viscosité dynamique de l'air, 1,8 10-5. Ça fait un nombre de Reynolds 5,4 10 puissance 5. Et si on regarde le sujet, on voit qu'effectivement, sur les courbes proposées, il y en a un qui est très proche, qui est de 5 puissance 5. On va plutôt s'intéresser à cette courbe sur le graphe. Or, sur cette courbe, cette partie-là, on remarque à peu près entre moins 12, moins 13 degrés et 13 degrés. Effectivement, on a bien une droite. Bon, ça va pas jusqu'à moins 15 et 15, c'est pas grave. On va faire l'approximation, effectivement, que celle égale qu'alpha entre moins 15 et 15 ou entre moins 13 et 13. Par contre, on remarque aussi que CD est très petit, en arrivant très difficilement à 0,05 et même plutôt à 0,025 au maximum. Dans l'énoncé, on dit qu'on aura CD égale 0 par la suite. On accepte ce résultat. On avait un calcul de K à faire. On peut remarquer qu'à la question 12, on dit que c'est 6,3 radians moins 1. Bon, pour avoir 6,3, il faut prendre 18 ici. Moi, j'ai pris 19. Bon, c'est un calcul de pente aux incertitudes de près, 6, 6,3, peut-être même certains obtenus 5, quelque chose. Voilà. Question 9. Alors, on va voir ce que c'est. Question 9. Exprimez la force F1 dans la base ERθ, commenter l'effet de chacune des composantes sur la rotation d'éolienne. Donc, comme CD vaut 0, il ne reste plus qu'FL. Donc, il fallait juste projeter N dans la base ERθ. On a effectivement un F1 sur R et un F1 sur Eθ. F1 Eθ aura un rôle moteur pour l'éolienne. Par contre, F1 ER, il n'y aura pas grand chose, que son axe passe, parce que sa direction passe par l'axe de rotation de l'éolienne d'Arius. Donc en fait, ça sera juste plutôt une force de contrainte qu'il faudra essayer de symétriser au mieux pour pas que ça détériore trop l'éolienne. Mais le rôle moteur, c'est la composante sur θ qui le donne. On peut l'observer aussi sur le schéma. Q10. Exprimer mz1 au moment de la force par rapport à l'axe et montrer que mz1 égale kappa fθ, où fθ est une fonction très complexe, mais là on voit déjà qu'il y a une histoire d'oméga qu'on a calculé tout à l'heure, même d'oméga carré. Ici on remarque que ça ressemble beaucoup à tangente alpha carré, donc on a déjà une petite idée de ce qu'il va falloir faire apparaître, et on déduire kappa. Donc on utilise le bras de levier, donc comme on l'a dit tout à l'heure, F1R va pas apparaître dans le calcul du moment, donc F1θR. Les alphas sont petits, c'est pour ça qu'on va pouvoir remplacer ici ce sinus alpha par alpha. Alors attention, il y a une petite faute là. C'est pas alpha sinus. Ah si, c'est alpha sinus alpha, c'est ça. Que dans le calcul, on a alpha et sinus alpha. Donc on dit que les deux angles sont petits, ça fait tangente alpha carré, on récupère la formule de la question 7, je crois. Car alpha est très petit, on a vu que c'était compris entre moins 15 et 15 degrés. On récupère oméga carré aussi pour le remplacer, ici. Et en développant, petit à petit, on arrive au résultat qui est demandé, et on obtient K égale 1 demi de kappa, ça s'appelle kappa égale 1 demi de petit k, rho s v0 carré r. Alors l'utilisation de ces lettres grecques pas très connues, c'est quand même un peu vache. Question 11. On est content parce qu'on a le bon fθ au passage. Exprimer le couple gamma z engendré par les trois pales sur le rotor de l'éolienne. Donc là, il fallait détailler parce qu'il y a le résultat qui est pratiquement juste en dessous. Donc la première pale, on vient de trouver, c'est kfθ, la seconde est décalée de 2π sur 3, donc on va faire kfθ plus π sur 3, la suivante est encore décalée de 2π sur 3, on va mettre θ plus 4π sur 3, j'ai envie de mettre θ moins 2π sur 3. D'accord, vous pouvez, mais ça ne répondra pas à la formule qui est donnée par l'énoncé juste en dessous. Donc on fait la somme, effectivement, ça va faire 3 termes, donc de 0, 1, 2, pour fθ.
fallait surtout dire que c'était régulièrement espacé, hein, que c'est un système à peu près avec une certaine symétrie. Bon, c'est un nom, c'est symétrie 3, mais j'ai oublié. On calcule la puissance moyenne du couple maintenant, on va quand même relire la question. Alors, on nous donné la formule, c'est bizarre, des fois ils donnent des trucs mais, qui sont évidents, puis des fois ils ne veulent pas les donner alors que c'est plutôt délicat. La puissance moyenne du couple est gamma z oméga, on devient la puissance moyenne de transfert au rotor dans ce modèle. On donne une estimation numérique, on a un exemple concret d'objet d'installation électrique susceptible d'être alimenté par cette éolienne. Bon, c'est une application numérique, on récupère un peu tous nos résultats. On obtient 4,5 kW. Alors, les fours sont sur du 16 A, donc sur 3,6 kW. Une plaque de cuisson, c'est plutôt 7,2 kW, donc ça suffirait pas. Donc ça peut être un gros climatiseur, un four électrique, un spa, une pompe de piscine par exemple, etc. etc. Q13. Définir puis déterminer le débit d'énergie cinétique, DEC traversant le cylindre éolien si l'éolienne était absente. Donc attention, si l'éolienne était absente. Donc débit d'énergie cinétique traversant le cylindre éolien si l'éolienne est absente. Donc le débit d'énergie cinétique, en fait, c'est une puissance cinétique, on va dire c'est un demi de dm sur dt V infini carré. Alors V infini parce qu'il n'y a pas l'éolienne, sinon on va mettre peut-être V0. On transforme dm en ρ delta V. On sait que le débit volumique c'est Vs grâce au courant mécanique des fluides. La surface du cylindre éolien là qui tourne, hop, c'est 2R fois L, et donc on obtient une puissance de 8,3 kW. Ensuite, question sur le rendement, Q14, définir le coefficient de puissance état de l'éolienne qui représente le rendement moyen de l'éolienne en énergie. L'exprimer en fonction de K, lambda et A et données géométriques de l'éolienne, faire l'application numérique commentée. Bon, la réponse un petit peu dans la question, surtout qu'avant on a calculé un débit d'énergie cinétique, en fait une puissance moyenne en 30. On a calculé juste avant la puissance moyenne produite, bon, on va faire le rapport des deux. On n'est même pas obligé de faire ce calcul littéral, on peut mettre tout de suite les valeurs numériques. Ah, sauf que c'était demandé, je crois, en fonction de certaines variables. Et c'est en fonction de K, lambda et A. Donc il faudra effectivement remplacer un petit peu pour arriver à ça. On a un V0 sur V infini qui est après dans le calcul. Ça sera 1 moins A. Et on obtient 53%. Alors, que dire sur ces résultats, sauf qu'heureusement ça fera 1. Il n'y avait pas de document sur le modèle de Betz. La limite de Betz de ce type d'éolienne est plutôt aux alentours de 59%, donc on est en dessous la limite de Betz qui nous satisfait. Mais ça, il fallait le savoir. Q15. Quelles sont les fréquences des composantes sinusoïdales du couple, données leur valeur dans la plage de fonctionnement nominale pour V infini allant de 0 à 16 mètres par seconde. Alors, si on regarde pour commencer les courbes proposées ici, on a l'impression que c'est une sinusoïde, mais en fait ça ne l'est pas. C'est une somme de sinusoïdes, on peut le voir par rapport au tracé proposé, et donc dans cette somme de sinusoïdes, il va y avoir des harmoniques. Okay, donc parmi ces harmoniques, on va principalement s'intéresser au fondamental. On remarque que Fθ a une période de 120 degrés. D'accord ? Donc le fondamental a une période de 120 degrés, ce qui donne une fréquence, en reprenant l'oméga de 3,6 radians par seconde, de 1,7 Hz. Donc on va voir les harmoniques qui seront 1,7 fois n, en Hz. Hein. Il fallait calculer ça pour plusieurs vitesses infinies. Donc là on revient à la définition d'oméga, parce que 3,6 c'est pour le V infini du texte qui était de 6 mètres par seconde. Donc j'ai refait le calcul, on retrouve 1,7 n pour 6. Par contre si on va jusqu'à 16, on arrive à 4,6 n. Bon, mais pour 0, bien entendu 0. Donc là je pense surtout on attendait ces deux valeurs là, ici. Il fait un petit peu plus. Ou alors la formule qui est là, littérale, qui est donnée ici. Question simple. On verra qu'il y a beaucoup de questions simples sur la fin des questions, c'est assez rare. La fin des parties. Montrer que la force de traînée sur une tour est négative. Discuter d'une puissance de CD sur la puissance moyenne que peut fournir une éolienne. En fait, on va nous faire montrer que la force de traînée est résistante. Donc effectivement, si on prend le dessin U scalaire W est négatif, comme la puissance c'est FD scalaire U, ça fait FD scalaire U négatif, donc la puissance de la force de traînée est négative, et elle sera d'autant plus grande que CD est grand. Alors on va directement poser la question. Ok, donc plus CD est grand, plus la puissance de traînée
est grande, ce qui est néfaste au fonctionnement de l'éolienne, car la force de trait n'est jamais motrice. On passe à la partie 3. Propre au PSI par contre, les autres classes n'essaient pas de faire cette partie. Psst. Par contre, on va commencer par des questions de cours. Il fallait démontrer que le champ d'entrefer était mu0i sur 2e. Alors j'ai fait un petit dessin. On voit mon contour d'ampère, donc ça c'est des données dans l'énoncé. On remarque que dans ce système, il y a une symétrie. Ici, il y a le champ B, s'il est montant ici, il sera descendant ici. C'est ce que j'appelais Bθ, et ça c'est B de pi sur 2 plus θ. Et donc sur A, ça serait peut-être mieux de faire un vecteur quand même ici, ça sera plus clair. On nous dit que rotor et stator sont des milieux doux et tels que mu r tend vers l'infini, donc h vaut 0 dans ces deux systèmes. Je rappelle que le stator c'est ici, le rotor c'est ici. Voilà. Donc là, quand on va faire somme de BDL, il faut que je monte pour pouvoir dessiner, ici et ici ça vaudra 0. Et il reste donc plus que le calcul sur ABCD, qui se transforme en 2HE. Un petit... Ah, c'est mu entrefer, non, mu0. Hop. Ah oui, parce que c'est de l'air, l'entrefer ici. Donc on obtient B0 égale mu0i sur 2E. On peut préciser les valeurs qu'on a obtenues en tenant compte de la symétrie du problème. Q18, il fallait tracer. Alors il fallait tracer, dans le cas, on rajoute une deuxième spire, décalée de pi sur 2 par rapport à la première. D'accord ? On enroule le stator une deuxième spire parcourue par le même courant I dans un plan de vecteur normal orienté selon EY. Ok, tracer la composante du magnétique totale dans l'entrefer en fonction de θ. Donc on dessine en rouge ici la spire 1 par rapport à ce qu'on a dit. On décale de pi sur 2 pour la verte. Hop, on pousse de pi sur 2. On pousse pi sur 2 plus loin que la rouge. Pareil, bon là j'ai pas tracé, ça se voit pas, mais on pousserait encore. Alors, on serait ici. Ah, j'ai pas tracé la verte là. Tac. C'est ici, je crois. Oui, c'est ici. Bon, il manque un trait. On fait la somme des deux. Donc ici, rouge plus vert égale 2 fois plus grand. On peut mettre, ici, on pourrait mettre que là, on a B0 et là 2B0 par exemple. Et on voit notre escalier qui se forme assez connu pour les systèmes à 2 spires. Q19. Dans cette question uniquement, l'enroulement statorique fournit une puissance électrique constante de 5 kW sur une tension de 230 volts. On a N égale 21. Calculer la valeur d'intensité du courant I en devenant l'intensité maximale du champ magnétique de l'entrefer pour E égale 2 mm. Application numérique. Donc au calcul I c'est 21,7 ampères et on calcule le B max en multipliant par N le mu0I sur 2E qu'on a eu. Mu0 n'était pas donné énoncé. Bon, on peut prendre l'ancienne définition qui est plus simple à retenir que la nouvelle, 4pi10-7 Henri par mètre, et ça fait 0,143 Tesla. Question 20. Comment peut-on réaliser l'enroulement créant le champ BS2 si on connaît celui qui crée le champ BS1? Eh bien, il va falloir le tourner de plus pi sur 2, tout simplement. Donc une translation de plus pi sur 2, c'est x moins x0, donc là, θ moins θ0, θ moins pi sur 2. Là aussi, pareil, vous pouvez mettre des vecteurs si vous aimez bien. Q21. Déterminer la valeur de phi2 permettant de réaliser un champ dit tournant, tel que BS égale BT cos θ moins oméga ST. Alors l'énoncé était un petit peu sadique, donner des formules trigo à la fin, mais elles ne servaient à rien. Il fallait connaître d'autres formules trigo ou les redemontrer à partir des formules trigo qui étaient données. Donc on va faire la superposition des deux champs, en prenant ce décalage de moins pi sur 2 ici. On arrive à cette formule trigo qui est ici. Cos A cos B plus sinus A sinus B, on sait que c'est cos A moins B. Alors je préfère l'orienter dans l'autre sens, cos θ moins oméga ST. Et donc on a notre champ ici, PS égale BT cos θ moins oméga ST ER. On remarque qu'on va utiliser cette formule trigo. On a posé phi2 égale pi sur 2 ici. Sinon on ne peut pas remplacer si facilement, alors il est où? Il est là, ce terme qui est ici, par sinus oméga ST. Et si on met moins pi sur 2, c'est pas bon parce qu'on va avoir un moins et à la fin on aura un plus, donc ça ne prendra pas la question. Donc vraiment on va me prendre phi2 égale pi sur 2 et on obtient bt de mu0 NIS sur 2e. Q22.
Déterminer l'expression d'énergie magnétique totale dans l'entrefer. Donc ça, on retombe sur des questions plus classiques de PSI, en fonction de BR, FIS, FIR, IS. Donc je dessine ici un petit peu l'entrefer. Voilà, vue de dessus. Alors ils avaient pris une notation un petit peu bizarre pour le diamètre, c'était DI, donc là on va voir entre ici, on a DI sur 2. J'ai plutôt l'habitude d'appeler ça R, le rayon. Voilà. Donc ce volume qui est ici, ce volume élémentaire, ça va être E fois LR fois 10 sur 2 dθ, et on va sommer ça sur dθ qui va de qui va de 0 à 2π. Donc on peut jouer sur les valeurs moyennes, ou c'est ce que j'ai fait ici justement, hein, pour avoir un calcul plus rapide. On obtient ce résultat-là, la valeur moyenne de ça c'est vite calculé, il reste à faire la valeur moyenne de ce terme-là. Or ici, comme c'est sur θ, c'est une valeur moyenne, ça va faire 0. Là il n'y a pas θ, donc c'est bon, on garde, c'est une constante ça en fait. Constante par rapport à θ. Les deux simplifient. Il ne reste plus qu'à rajouter la constante qui est devant. Alors, je ne l'avais pas très bien isolé, mais on voit qu'il va y avoir 1 sur 2 mi-0, E, LR, D sur 2. Okay. Fois 2π, parce que la valeur moyenne, c'est 1 sur 2π, somme 0,2π, b carré θ. Donc au final, on obtient epsilon mag égale pi LR E DI sur 4 mu0, br carré plus bt carré plus 2brbt cos phi r moins phi s. Où bt vaut mu0 nis sur 2e. Ça, on l'avait déjà dit. En découle le calcul classique aussi de couple, il faut juste dériver. On obtient donc le couple qui vaut pi LR EDI sur 2 mu0 BRBT sinus phi R moins phi S. On va aller voir ce que c'est que la question Q24 maintenant. Calculer la valeur maximale possible de valeur absolue du couple pour IS égale 22 A et BR égale 1,8 Tesla. On nous dit qu'on pourra poser delta égale phi R moins phi S qui est égal à constante, qu'on se prend cette constante positive. Donc si c'est maximal, il faut que ça vaille 1. On fait cette application dans le cas où ça vaut 1. On obtient 69 Nm. Q25. Alors, on arrive sur les 3 questions avec plusieurs sujets, je trouve. Q25, Q26, Q27. Et bon, Q28 dépend de Q27. Justifier quelles les expressions précédentes. Alors les questions, c'est les deux qui sont là, la E1 et E2. Et alors ce qu'il faut savoir, ce sont des forces électromotrices. Donc on se doute qu'il y a une loi de Faraday cachée derrière. Donc on va à tout prix écrire la loi de Faraday. Après, qu'est-ce que s'entraîne la loi de Faraday? Donc déjà, on va calculer un flux qui va intégrer sur la variable θ. Donc θ va disparaître, première remarque. Ensuite, quand on va dériver cette fonction où ça va rester cos oméga r ou sinus oméga r, et quand vous dérivez sinus oméga rt, il sort oméga r devant. Donc on donne une deuxième explication. Après, sur le facteur ici, on remarque ici, il y a une surface, dLr. Ça va provenir de ce ds qui est ici. Okay. Alors, il fallait pas faire le calcul, c'est dommage, c'est presque plus simple de faire le calcul que de l'expliquer. D'où vient le n? Ben, le n, c'est lié au 21 pi ou plus, et qu'il faudra multiplier par le flux propre par ce nombre n. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est en sinus, l'autre qui est en cosinus? Ben, c'est une sorte de quadrature qu'on avait posée tout à l'heure avec le pi sur 2. Q26, il faut donner des amplitudes complexes. Donc classique. Alors classique, c'est qu'on va se trimballer des formules immenses. Donc c'est pour ça que j'ai un peu diminué ces calculs en posant ce terme-là égal à E0, ici. Et au fur et à mesure du calcul, pour faire l'amplitude, vous avez ce terme-là, on va poser, ah non là j'ai pas encore posé, oui là il y a JL oméga R, donc je voulais faire apparaître un truc genre I égale Z bar exponentielle J phi Z, par exemple, I bar égale I M bar exponentielle J phi I plutôt. Donc on calcule le module de ça et on rajoute la phase et l'IS cette partie réelle sur ça, donc ça fait un moins phi. Alors par contre, si je mets moins phi, est-ce que c'est plus ou moins là? Bon, ça n'a pas d'importance pour après, de toute façon on va travailler sur cosinus, mais je pense que c'est plus. Si je mets moins phi, ça va être plus. Hop.
Si j'avais mis plus phi, ça aurait été moins, mais là, comme je mets moins phi, c'est plus. Bon, après, tangente phi, c'est pas la meilleure notation, vu que c'est défini à pi près. Q27. Bon, bah, calcul bourrin, question à sauter, perdrait trop de temps par rapport au point que ça demande. Par contre, peut-être avec des représentations de Fresnel, on peut avoir un truc plus rapide. D'autres représentations typiques, ce que vous voyez peut-être ici. Donc on repart de ce qu'on a trouvé pour I1 et I2, ici. Quand on calcule les deux champs statoriques correspondants. Ici, on fait la somme de ces deux champs. On a une petite formule trigo qui va bien simplifier le problème. Alors, pour faire l'analogie avec ce qui suit, on va pas garder sinus, on va passer en cosinus. Donc c'est pi sur 2 moins x, ou x moins pi sur 2. Là j'avais pi sur 2 moins x. Ah. On somme donc ces deux champs, on arrive à cette formule qui est ici. Hop. On rajoute à B rotor, ce B stator qu'on vient d'obtenir. On avait déjà fait le calcul avec ce B là dans la question 23. Donc là on va faire une analogie. On va récupérer ça à la question 23, qui est ici. On remarque qu'on est phi R moins phi S. D'accord. Maintenant, on a 27. On a un truc un peu plus compliqué. Donc, point de vue de la norme, alors il faut tout recopier en fait, il faudrait les mettre à côté. On a ce pi LREDI, je suis là, je regarde ici. Pi LREDI sur 2 mu 0 BRBT. Donc le BR va rester, le BT va devenir B0', et le sinus va aussi un petit peu changer. Or par chance, il va simplifier, parce qu'il va y avoir phi R moins phi R. J'en étais où? Ouais, il y a phi R et phi R qui simplifient, ça fait pi sur 2 moins phi, donc ça fait cos phi. Le B0' BR est ici, le terme qui était devant. On remplace un petit peu tout, on fait un peu notre salade, et on arrive à ce résultat-là. Donc, question très dure, m'a pris beaucoup de temps à trouver. Et on a donc ce couple. Mais je pense qu'il y a d'autres résolutions possibles de cette question. Je vous remonte un peu plus lentement. Par contre, la question suivante était très simple, c'est juste l'application numérique. Et si on prend cette expression, on obtient un couple de 210 Nm et une résistance utile de 10,6 ohms. On va aller voir la Q29 par contre. Déterminer la valeur de la pulsation ωr de rotation du rotor pour laquelle la fréquence fondamentale du courant électrique produit un régime sinusal établi est 50 Hz pour P égale 12. Il va y avoir 12 aimants, donc on va prendre notre 50 Hz divisé par 12, hein, ce qui fait un ωr de 26 radians par seconde. Voilà pour la partie physique. On va parler un petit peu de la partie chimie. Alors, comme ça, je suis prof de physique, donc c'est pas ma passion. On va aller peut-être un petit peu plus vite. La première est intéressante. Donc, on vous dit que les aimants sont faits en... Comment il s'appelle l'élément? En néodyme, donc c'est celui-là. Donc, on voit que dans un minerai, c'est 15%. Or, dans le minerai, entre 60 et 70% de masse d'oxyde de terre rare. Donc, il va faire 0,15 fois 0,607 fois la masse du minerai initial. Donc, il va falloir tenir compte de ça. Vous voyez, vous l'avez ici. Donc, on calcule le nombre, la quantité de matière de néodyme qu'on a d'un N2O3. On induit sa masse, N c'est petit m sur grand M. On copie ici la formule. Et le petit m qui est ici, c'est 1 tonne, mais fois les facteurs qu'on a calculés, 0,6, 0,15 et 2. Et on obtient 77 à 90 kg suivant qu'on prenne 0,6 ou 0,7. Question 31, demander le nombre d'oxydation. Donc ça c'est très simple. Question 31 ensuite, il fallait mettre où étaient les domaines corrosion, de passivité et d'immunité. Question 32, on demandait d'écrire les réactions du fer avec l'eau en milieu acide. Voilà, bon, classique, calcul de constante de réaction, 4,6 puissance 14. Après, le glucogène en milieu acide, donc là, la question se pose, est-ce qu'on a fait 2+, est-ce qu'on a fait 3+? Bon, faites-en un des deux tant que c'est juste. Ça fait 4,5 puissance 55. Or, chose surprenante, enfin pour moi qui m'a un peu surpris, l'oxydation du fer est plus favorisée par O2 que par H2O. Alors, question 33. C'est quoi déjà? C'est long à lire.
Écrire la demi-équation électronique correspondant à ces deux couples en conservant les oxygènes dissous mieux à queue. Induire l'équation bilan liée au phénomène de corrosion du fer. Sur le schéma de la figure C, représentez la zone correspondant à la réduction et celle correspondant à l'oxydation. Identifiez alors l'anode et la cathode et indiquez sur le schéma le déplacement des électrons dans le métal et le déplacement des ions dans l'eau. Donc on a vu que c'était favorisé par l'oxygène, donc on prend la réaction avec l'oxygène, forcément. On écrit l'équation bilan, ici. Donc là, on se retrouve avec différentes parties. Donc en fait, ce qui se produit dans cette goutte d'eau, ce qui va se créer une anode ici, une cathode ici, des électrons qui vont aller de l'anode vers la cathode. Dans la zone qu'on a dit cathodique va se provoquer la réduction de O2, ici. Donc là, il va y avoir O2 qui était présent ici, qui va se transformer en OH-. À l'inverse, ici, les ions fer de plus, le fer va se transformer en Fe de plus, qui vont migrer de l'anode vers la cathode. Q34. Alors, on demandait que les courbes étaient symétriques, il faut trouver le potentiel mixte. On disait qu'il y avait une surtension cathodique sur O2H2O de moins 0,5 volts. Donc voilà, j'ai fait la courbe d'O2H2O, ici Fe2+, on rajoute la surtension cathodique, ici on part de moins 0,102, ici 0,31, comme c'est symétrique, alors c'est pas très bien tracé, le je serais plutôt ici, vous voyez, au milieu, et ce potentiel est donc de moins 0,15 volts. Je vois que j'ai fait plein de calculs, mais c'était pour placer les potentiels, parce qu'on est avec un certain type de concentration, ici, et pH 7, ici. C'est pas le 1,23 tout simplement. Bon là, question 35, fallait dire que la cinétique de corrosion est plus grande pour une éolienne marine, car l'eau salée est plus conductrice que l'eau douce. Et là, on va protéger les aimants à l'aide d'une couche de nickel. Donc on vous demande de faire un petit calcul de delta T de la durée de séparation de nickelage, ici on explique tout ce qu'on veut. Donc calcul très classique, ça. Donc on écrit la demi-équation, on dit la masse de nickel qu'on veut, on fait l'équation bilan, ah oui elle est là. Donc delta N Ni c'est delta N électrons sur 2. Donc delta N Ni, je récupère la formule qui est ici, delta N électrons sur 2. Là, vous dites que I c'est dQ sur dt, donc c'est E dN sur dt où N est le nombre d'électrons transférés. On est passé en quantité de matière, on multiplie par Na, et NaE, si vous voulez, c'est Faraday, vous pouvez mettre Faraday directement. Donc on obtient un delta T de 6,4 heures. Question 37 et 38, on approche de la fin du sujet. Calcule l'épaisseur nickel réellement déposée à la surface de l'aimant. Quelle autre demi-réaction a pu se produire en parallèle de la réaction de Ni2+, ou réaction de Ni peut-être, conduisant à la baisse du rendement. Alors, on nous donne des petites formules, là, on a EC qui vaut moins 0,5 volts, on calcule le E équivalent de nickel dans les conditions proposées, ici c'est 1 mol par litre, donc ça fait moins 0,5 volts. Quand on fait la soustraction, ça fait moins 0,5 plus 0,25, toujours moins 0,5 volts. On prend la formule qui est donnée, on obtient un JNI de 0,46 ampères par décimètre carré. Or, on nous dit que la surface dans l'énoncé de 6,3 décimètres carrés, c'est juste écrit avant la question 36, ça entraîne un I de 2,9 ampères, et donc on a un rendement de 73%. Donc comme le rendement n'est pas parfait, les 50 micromètres prévus se transformeront en 37 micromètres. Qu'est-ce qui peut se réduire? Qu'est-ce qui peut se réduire ici? Alors j'écris dans le mauvais sens. Je vais mettre H2 donne 2H+, plus 2 électrons. Ah non, j'ai écrit dans mon sens, pardon, j'ai rien dit. Donc c'est bien réduction de Ni2+ dans l'énoncé, excusez-moi. Question 38. Si la couche de nickel présente une fissure telle que le fer se trouve en contact avec l'eau, le fer se tient comme protégé. Comparé à la protection par une couche de zinc. Alors, le zinc est plus réducteur que le fer, qui est même plus réducteur que le nickel. Avec la fissure sans zinc, c'est le fer qui subira la corrosion. Par contre, s'il y a du zinc, c'est à peu près le même principe que les bateaux. Le zinc jouera le rôle d'anode sacrificiel, ce sera lui qui sera attaqué par le fer. Voilà, donc
petite, alors, je sais pas vraiment en quoi ça va être fait, c'est cette protection d'aimant. Et bon, dans tous les cas, s'il y a une fissure, voilà pour le sujet central PSI 2021 sur Darius. J'espère que ça va convaincu de mes explications et à bientôt.